Les grandes étapes de la construction de la théorie cellulaire. La théorie cellulaire est basée sur la description de la cellule. Pour approfondir cette notion, nous passerons dans un premier temps par les trois grandes étapes de la construction de la théorie cellulaire, qui sont la découverte de la cellule composant tous les êtres vivants, la cellule, l'unité structurale du vivant, et le fait que toutes les cellules proviennent de cellules préexistantes, puis nous énoncerons la chronologie des découvertes en rapport avec l'histoire de la cellule. La dite cellule est observée pour la première fois en 1678 grâce à l'invention du microscope par von Leeuwenhoek. Il observe à cette époque ce qu'il dit être des animalcules, spermatozoïdes, cellules sanguines, bactéries. À la même époque, en 1665, Robert Hooke crée lui aussi son microscope et observe de l'écorce de liège qui lui fait penser à des cellules de monastère, c'est ainsi que le terme cellule voit le jour. La cellule est l'unité structurale fondamentale de l'être vivant, aussi bien végétal, comme il l'est démontré en 1838 avec Matthias Schleiden, un botaniste qui a observé de nombreuses plantes et qui a pu affirmer après tout son travail que les végétaux étaient composés de cellules. En parallèle, en 1839, Theodor Schwann affirme que tous les animaux sont également composés de cellules, eux aussi. Nous en déduisons donc que la cellule est à la base de tout être vivant, et que c'est également elle qui est responsable de la croissance des tissus de chaque individu. Il a été prouvé, durant tout le développement de la théorie cellulaire, que les cellules proviennent de cellules préexistantes, et qu'elles ne proviennent pas de génération spontanée. Pour démontrer ce dernier fact, en 1668, Francesco Redi prouve que les larves sur les cadavres sont dues à la ponte d'œufs par les mouches et non à l'apparition soudaine. Par la suite, en 1855, Rudolf Virchow annonce clairement qu'une cellule apparaît par l'intermédiaire d'une autre cellule, mais la théorie de la génération spontanée n'est pas encore totalement écartée. C'est en 1862 que la génération spontanée est définitivement écartée de la science par Louis Pasteur, avec son expérience des bouteilles à colle de cygne, jouant avec la stérilisation du milieu. Nous finissons par une chronologie des fondamentaux de la cellule. En 1702, le noyau de la cellule est découvert, suivi de la membrane en 1824 ainsi que du cytoplasme en 1835. En 1772, le chloroplaste voit le jour, ainsi que la mitochondrie, par la suite en 1857. Il s'ensuit la découverte de l'ADN, dit nucléine à l'époque. En 1882, les premiers chromosomes sont découverts. Et en 1953, l'ADN est structuré. Comment le contexte historique permet de vérifier qu'il s'agit bien d'une théorie scientifique. La théorie cellulaire est la théorie centrale et principale de la biologie cellulaire et le fondement le plus reconnu de la biologie en général. Elle a été alimentée par beaucoup d'expériences réalisées depuis le XVIIe siècle. La théorie est constituée de 5 principes qui peuvent être résumés comme suit: la cellule, l'unité structurale, l'unité fonctionnelle et l'unité reproductive du vivant. En 1665, la découverte des toutes premières cellules résulte de progrès scientifiques énormes, puisque grâce à ça, on peut désormais étudier plus précisément des individus comme le corps humain. Les cellules répondent à des stimuli pour la mise en œuvre des fonctions spécifiques: stockage des macromolécules, amidon, contraction musculaire, conduction nerveuse, sécrétion endocrine et exocrine, photosynthèse, fonction immunitaire. La théorie cellulaire résulte donc bien d'une théorie scientifique, puisque à l'époque, on ne savait rien des cellules qui nous entourent. Et on ne connaissait même pas leur existence. C'est grâce à des créations scientifiques comme le microscope que l'on peut découvrir ces cellules. La théorie cellulaire est généralement considérée comme la pierre angulaire de la science biologique, aux côtés de la théorie darwinienne de l'évolution. La force de cette théorie et sa simplicité, à commencer par la définition de la cellule comme unité structurale et fonctionnelle du vivant, contenant un milieu fluide et de combustion spécifique délimité par une membrane. Néanmoins, comme toutes les théories scientifiques, la théorie cellulaire est loin d'être une évidence universelle, acceptée par les biologistes du XIXe siècle à nos jours. La théorie cellulaire est le fondement de la biologie cellulaire. Dans sa forme actuelle, cette théorie repose sur les 3 principes suivants. Tout organisme vivant est composé d'un ou plusieurs cellules. La cellule est l'unité de structure et de fonction du vivant. Toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire. Ainsi, la cellule est l'unité de structure, de fonction et de reproduction du vivant.
Certes, les nombreuses découvertes scientifiques qui ont abouti à la théorie cellulaire sont des avancées considérables dans le monde des sciences. Cependant, cette théorie a continué à se construire tout en conservant des détracteurs. En effet, c'est avec l'accumulation d'observations et d'arguments parfois contraires que se construit une théorie scientifique. On admet que si la théorie scientifique parvient à expliquer la majorité des observations, alors elle est valable. Pour commencer, une théorie scientifique doit répondre à 6 critères. Tout d'abord, une théorie ne peut pas être considérée vraie avant de l'avoir démontrée. Ce qui veut dire qu'une démarche scientifique doit être basée sur une idée inconnue et non sur une idée déjà prouvée. Ensuite, cette théorie s'intéresse à des choses qui existent sans avoir besoin de nous. Il faut que ces objets d'étude existent matériellement, indépendamment de ce que nous percevons. Ensuite, on s'interrogera si la théorie présente des fautes de logique. Il faut que le scientifique utilise des méthodes rationnelles. Il faut ensuite se demander si la théorie s'inspire d'entités immatérielles comme celles qui existent en religion. Il ne faut pas que la science soit basée sur des convictions, mais sur des observations tangibles. Ensuite, un élément important, il faut que le scientifique explique ses démarches d'une façon claire et objective car la science aime la transparence. Enfin, pour qu'une théorie soit scientifique, il faut que le scientifique prenne en compte les données de son époque même si ces données vont à l'encontre de sa théorie. Maintenant, bien que la théorie cellulaire soit bel et bien une théorie scientifique, nous allons voir que cette théorie présente des limites. En effet, comme toutes les théories scientifiques, la théorie cellulaire est loin d'être une évidence universellement acceptée par les biologistes du XIXe siècle à nos jours. En effet, certains aspects de la théorie cellulaire ont été largement contestés au cours du XIXe siècle, notamment par les défenseurs de la génération spontanée. Ces derniers pensaient que des êtres vivants pouvaient spontanément se créer à partir d'éléments non vivants. Dans les années 1860, les expériences de Pasteur ont réfuté ces arguments grâce à son expérience des ballons à col de cygne. Le biologiste Thomas Huxley est contre l'idée que les cellules sont les unités élémentaires du vivant. Il démontre que chez la plupart des végétaux, les cellules sont interconnectées par l'intermédiaire de plasmodèmes qui sont des canaux qui traverseront les parois cellulaires des plantes et constituent les voies de passage de l'eau et des solutées. Ceci, pour lui, est la preuve que les cellules sont interdépendantes. Un autre exemple montrant les limites de cette théorie est l'existence de cellules plurinucléées. Ceci entraîne des débats dans le cadre de la théorie cellulaire. En effet, la théorie de Theodor Schwann pourrait être mise en question car il dit que les cellules animales et végétales contiennent un noyau, sauf que Sphaeroforma arctica est un être vivant unicellulaire qui peut former des cellules géantes pouvant comporter jusqu'à 128 noyaux avant de se diviser en des cellules nucléaires. Ces deux exemples nous montrent bien que la théorie cellulaire est limitée et qu'elle va donc évoluer au cours du temps avec les nombreuses avancées technologiques. Ce savoir scientifique n'est pas figé, donc il ne cesse de se perfectionner au cours du temps grâce à une construction collective. Pour conclure, nous pouvons dire que la science connaît de nombreuses avancées et acquiert de plus en plus de connaissances grâce à des méthodes scientifiques. De nombreux scientifiques sont en désaccord jusqu'à ce qu'ils trouvent une théorie. Quand cette théorie scientifique parvient à expliquer la majorité des observations, celle-ci devient valable. Actuellement, la théorie cellulaire est validée de façon certaine.